Avarice. Je ne sais ce qui me retient. Après la fin d'un dialogue étrange avec une fausse, une mauvaise amie, il est parti de sa vieille ville frontière ballottée depuis des siècles, entre vide et plein, entre tout et rien. Il a pris le train pour Malo, en Flandre, tout au nord de la France, plus de 6 heures de trajet, et le voilà arrivé, lui, plus maigre que maigre, décharné, les membres osseux, le visage creusé par tout ce que précisément son corps ne retient pas. Un coup de tête, un regard sur une quelconque carte, et là, au nord, la mer. Il va se jeter dans le premier train venu pour Amsterdam, et il s'arrêtera bien avant, juste devant cette frontière qui coupe la Flandre en deux. Il débarque de son wagon, après l'épuisant changement de l'île, après être passé devant la statue de Mitterrand qui semble danser un vieux rock'n'roll des années 1950, bebop Lula, et il avance vers Malo-les-Bains, vers la mer. Il n'est rien, il ne veut rien, il ne veut rien être, il ne veut pas vivre, tout au plus, à un certain moment et avec beaucoup d'hésitation, il veut ne pas mourir. Quand il dépasse les vieilles maisons de Malo, il est encore assez tôt et la marée est basse. On aperçoit à gauche le grand phare devant le port de Dunkerque, la digue du Brec qui semble se perdre à l'infini, mais surtout, ses yeux s'emplissent des vraquiers surchargés de conteneurs bigarrés comme sur un tableau de clés. À droite, c'est la côte qu'il voit et qui poursuit son ondoiement vers Zuidcote, La Panne, vers Knock et jusqu'aux Pays-Bas, et ensuite jusqu'à l'infini du rivage danois, jusqu'à la maison de son ami Morten. Matt avance, tant bien que mal, par-delà son épuisement. Ses pas font craquer les monceaux de coquillages que le flux a amenés là. Beaucoup de solènes, des coques, des crabes, beaucoup de méduses aussi. Il est pris de vertige, il s'assied dans le sable, les bruissements de la mer, des vagues vertes, et les grands cargos et les vraquiers au loin, et le feu de Saint-Paul, et le phare de Risban. Tout cela tourbillonne devant lui et dans sa tête. Il se recroqueville et tient ses tempes entre ses mains. Il reste longtemps assis là, prostré, son corps tout entier, oscillant et vacillant dans ce satané monde trop plein. Un drôle de miaulement rauque et inquiet attire son attention et lui fait ouvrir ses yeux. Qu'est-ce que cela ? Devant moi, explique-t-il à Anya un peu plus tard, quelque chose s'agite, quelque chose, un être à la fois petit et immense. Je vois d'abord des ailes de géant, aveuglantes de blancheur, qui battent le sable et les reliefs de l'écume, des ailes hallucinantes, démesurées. Et puis un corps assez petit, me semble-t-il, comme enveloppé dans ses voiles blanches, et un grand bec en poignard. Vous êtes une reine, Anya, mais lui, c'est un fou comme moi, mais celui-ci est de bas sang. Il s'agite parce qu'il est blessé, du moins, c'est ce que je crois d'abord. Je me lève péniblement, et ma tête tourne encore plus fort, et je m'approche. Je l'examine. Non, il n'est pas seulement blessé par sa chute, il est aussi malade. Il semble devenu à moitié aveugle, ses plumes sont sales et très collantes, et il ne parvient plus à voler. À pleine main, je l'ai donc saisi, le fou malade, malgré les coups puissants de son bec, de son poignard à fretin, et je l'ai amené ici. Bon, très bien, mais que voulez-vous que j'en fasse ? La belle voix d'alto, teintée d'un petit accent russe qui répond à Matt, est celle d'une jeune femme blonde, aux grands yeux verts en mandorle, pas très grande, mais très vive. Une voix un peu sèche, malgré le léger roulement, quand ses mots passent dans son palais. Matt l'a rencontré sur le pas de sa porte, quand il s'est écarté du rivage. La maison d'Anya est exiguë et insérée dans les autres maisons du rivage. Elle date des premières années du XXe siècle. C'est l'un des bâtiments à avoir échappé aux bombardements américains qui ont tout ravagé sur ce littoral. Aux deux côtés du linteau,
2 moulures en relief, peintes de couleurs vives et un peu enfantines, représentent à gauche une fleur de datura bien épanouie et à droite une capsule de pavot vert pistache, comme celle d'où on fait pleurer les larmes épaisses de l'opium. Des ornements décadents qui parlent d'égarement, d'hallucination, de sommeil et de mort, et de refuge et d'oubli. Il ne sait pas pourquoi elle s'est arrêtée justement ici, Matt, devant opium et datura. Drôle de rencontre. Et puis, voilà qu'en une demi-heure, il est tombé, c'est un spécialiste de la chute, gravement amoureux de cette créature étrange et hautaine à la fois. Au fait, je m'appelle Mathias. Moi, c'est Tania, enchantée, répond-elle avec un peu d'ironie dans la voix. Nous allons faire appel au vétérinaire. Vous avez de l'argent ? Non. Eh bien, pour une chose pareille, j'en ai encore moins. Matt, l'air dubitatif, fait circuler son regard sur l'intérieur de la maisonnette. Pas d'argent ? Un bien bel intérieur en tout cas, sobre mais cossu et coquet. Eh bien, on va le laisser mourir, le grand pêcheur fou. Et je ne sais pas, moi, nourrissons-le, nettoyons son plumage et son œil droit glaireux, et nous verrons bien. Le ton de sa voix est devenu franchement désagréable. Et puis, en tout cas, je dois partir. J'étais sur le point de partir quand vous m'avez abordé avec ce grand piaf déjanté. Je dois aller régler une affaire. Oserais-je vous demander où ? Vous oserez, j'en suis sûr, vous connaissant déjà assez pour pouvoir l'affirmer. Je dois aller à Ortezel. Je peux venir avec vous ? Un sursaut, puis. Au fond, oui, vous pourrez m'être très utile là-bas, et nous partagerons l'essence pour l'aller et pour le retour. Diable, pense Matt, une fesse Mathieu. Pas de chance, ce genre de personnage que je hais. Il monte dans la petite voiture d'Anya et parcourt la trentaine de lieues qui séparent Malo-les-Bains du petit village. Savez-vous pourquoi on appelle cet oiseau un fou ? Parce que ses plongées au fond de la mer durent quelques secondes et qu'il ressort de l'eau bredouille. Du moins, c'est ce que croyaient les pêcheurs. En réalité, l'oiseau déglutit ses proies quand il se trouve encore au fond. Ça sent le brouillard et l'humidité glacée, la betterave à sucre, la glèbe grasse des champs, cette lourde terre qui jonche partout la petite route. Ils arrivent devant la magnifique chaumière vieille de plus de 3 siècles qui appartient depuis quelque temps à la jeune Russe. Une chaumière magnifique, mais mal restaurée, surtout à l'extérieur. Le crépi flavescent des murs est très visiblement délabré, et la chaume elle-même est plutôt défraîchie. Au centre, un de ces grands poêles flamands de fonte qui chauffaient jadis ce genre de maison. Voilà, Matt, il va falloir que nous repeignions ici, et surtout que nous ajoutions une cloison. Je vais donner à louer la masure, au moins pour quelques années. Tu m'aides ? Matt reste interdit. Cette question qui est un ordre et ce brusque tutoiement. Il en conclut qu'il plaît à la jeune femme, ce qui n'est sans doute pas faux, mais pas simple non plus. Ajouter une cloison, ici, au milieu ? Bon, d'accord, montre-moi. Ils se mettent au travail dans un froid polaire. L'antique poêle n'a sans doute jamais servi, depuis 3 décennies au moins, qu'à décorer la maison. Le travail, épuisant, dure toute la journée. Merci, Mathias. Tu n'oublieras pas de me payer, au moins une somme symbolique ? Non, je n'oublierai pas. Quand ils sont de retour à Malo, à la tombée de la nuit, Matt cherche son grand oiseau, son fou de bassan. L'oiseau malade qu'ils ont laissé seul dans la maison au début de la journée. Il a disparu. Anya se dirige vers Matt et commence à l'embrasser. Il remonte sa main sous sa jupe et les voilà sur le petit lit de la jeune Russe. La maison Art Nouveau est glacée comme il se doit en plein automne, dans cet autre home flamand non chauffé. Pas plus de chauffage ici.
Pour plus de chaleur, ils se retrouvent serrés très fort l'un contre l'autre et ils commencent à jouer. Après un moment, Anya ne peut s'empêcher de demander au bien maigre Mathias : « Dis, ça t'arrive parfois de faire de l'amour ? » ?»« Non, enfin, depuis bien longtemps. Depuis que je ne mange plus, presque plus. » Anya ne répond rien. Mais Matt bondit de son matelas. « Oh, viens, viens, dépêche-toi, viens avec moi. » Il lui tend les quelques vêtements qu'elle a ôtés et la presse. Ils sortent ensemble de la maison et se dirigent en courant vers la côte. Leurs pieds s'enfoncent dans le sable mou. « Regarde, je le savais bien. » Il montre le ciel. Un oiseau très blanc, très grand, plane dans le crépuscule, très haut. Ses ailes sont immenses. De la plage, il semble couvrir la moitié du ciel, comme un dieu antique ou comme Icare. Il plane, il tournoie sans cesse, et il décrit à chaque fois le même cercle étroit. Mais comment a-t-il pu sortir de ton pavot ? En tout cas, il est guéri. Tous deux, ils sont restés là longtemps, à contempler en silence les courbes de ses ailes qui leur signifient quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Et puis ils rentrent chez Anya. Ils retrouvent leur place, serrés l'un contre l'autre sur le lit, et ils dorment jusqu'à l'heure du loup, pendant quelques pâles et courtes heures. « Bon, dit ensuite la jeune femme, je dois aller récupérer aujourd'hui mes loyers à la panne de l'autre côté, en Belgique. » Et elle tend de larges bottes de caoutchouc à Matt. « Nous y allons à pied, mais le sable est très imbibé et profond ici. Oui, j'aimerais que tu viennes avec moi. Ces locataires sont miteux et glauques. Ils ne payent pas. J'attends leur loyer depuis 3 mois. » Ils partent. Tout de même, nous aurions pu prendre sa voiture. Au moins une dizaine de lieues à parcourir depuis le bout de le Malo. Ils marchent. Leurs grosses bottes crissent et chuintent dans le sable fuyant. En arrivant à la panne, Matt est épuisé. Il sonne à la porte d'une sorte de cabanon standard qui ressemble comme 8 gouttes d'eau à ses voisines. 3 hommes, et elles sont tous 3 sales, dépenaillés, la mine patibulaire et violente. Quand Anya commence à leur réclamer le loyer, ils se mettent à gesticuler « Toi, qu'est-ce que tu veux ?» Anya insiste. Les insultes volent contre Matt et il riposte. Il menace. Et voilà que les 4 hommes se battent. Matt fait ce qu'il peut avec ce qui lui reste de muscles après 10 années d'anorexie, c'est-à-dire à peu près rien. Et ce qu'il peut, ce n'est pas grand-chose, et il se retrouve en mauvaise posture, yeux sinistrés et pommettes éclatées. Il rentre en bus, un bus bondé. Les habitants de la côte rentrent de leur travail sur les ports. Mais tout à coup, Anya demande en criant au conducteur de s'arrêter en pleine route, à mi-chemin, près de la grande dune Marchand et de l'hospice des tuberculeux. Elle s'écroule, face contre terre. Elle crispe ses mains, fait craquer ses doigts. Et puis elle reste prostrée dans la boue. Elle est tétanisée. Très longtemps. Elle éprouve une angoisse horrible à la voir, et elle se fixe sur l'idée que Matt va la trahir, va la quitter. Déjà une idée insupportable pour elle. À nouveau seule, déjà, et si vite. « Dans quelques jours, tu partiras, je ne te reverrai plus, tu me laisseras là comme une vieille chaussette, comme une vieille botte de caoutchouc. Non, rien. Je partirai, c'est possible. Tu es pleine et tu te crois vide, tu crois n'avoir rien alors que tu as tout. Moi, je suis vide et je veux le rester. Et puis je ne sais pas si je veux vivre. Je change d'avis sans cesse là-dessus. 12 fois par jour, je veux mourir, disparaître, et puis je reviens en marchant sur une crête, sur un fil. Sans cesse comme cela. J'aurais dû te prévenir. Mais toi, t'es-tu demandé qui j'étais ? Bien sûr. Elle se tait. Elle ne sait pas s'il hésite entre flatterie de mauvais dragueur et mépris. C'est pourtant vrai, il sait bien qui elle est. Moi, tu vois, je ne sais pas qui je suis.
Je ne crois pas que je sois quelqu'un. Peut-être, quand ma situation sera stable, quand elle sera riche à millions, traduit Matt. Peut-être pas. En tout cas, tu as pu le constater. On me vole sans cesse. Être quelqu'un, je t'y aiderai. Toi qui ne veux rien, qui n'arrête pas de t'agiter en tous sens et partout, qui refuse tout, qui rejette tout, la nourriture et aussi les idées, les autres, l'effort, la musique, la tendresse, la poésie, le temps, la vie. La vie, non, je glisse sur toi, Mathias. Et tu glisses sur moi comme si nous n'existions pas, ni toi, ni moi. Toi, tu ne reçois rien, tu ne retiens rien, tu ne gardes rien. L'intérieur de ton corps est comme tapissé de plumes de canard. Mais toi, Anitchka, tu ne donnes rien. Je ne vois pas comment je pourrais donner, comment je pourrais commencer à donner si justement je n'ai rien, puisque je ne suis rien, rien. C'est vrai, tu crois n'être personne et moi, je ne veux être personne. Tu ne donnes rien et moi, je ne reçois rien. Matt soutient Anya et elle se relève. Ils vont rejoindre le premier arrêt de bus venu. Rentrés au pavot de Malo, ils se réfugient sous la couverture du petit lit glacé. Toujours pas de chauffage, et ils boivent un peu d'aquavit, 4 dos de commandants de cargo gigantesques qui arrivent parfois au grand port et avec lesquels parfois Anya travaille. Elle a une étrange manière de faire l'amour. Rapide, très rapide. Elle repousse Matt après avoir joui très vite. Matt est très irrité. Qu'est-ce que tu fabriques ? Rien, rien. Mais ils finissent par se sentir bien. Ils racontent leur mère. La mère impérieuse, inflexible et intrusive d'Anya. La mère secrète, suggestive, un peu sournoise de Matt. Et ils racontent la mère. Les vagues brutales du spot de surf de Fuerteventura, aux Canaries, et celles du spot de la maison du Pendu, tout près de là. Une vieille route cabossée y mène, et il faut s'arrêter un peu plus loin que ce vieux bâtiment sinistre et très délabré, complètement isolé du monde. Anya éprouve une peur folle, presque délirante de la mort, mais cette peur même la pousse parfois à la braver, à l'heure bleue, avec quelques amis flamands, scandinaves et américains. Et Matt et Anya s'endorment. Matt décharné entre fausse vie et vraie mort. Anya vide de tout et pleine d'angoisse. Le lendemain, Matt se précipite à la plage, vers la mer. La veille, il a oublié quelque chose près de la côte. La jeune femme le suit d'assez près. Il voit une grande forme étendue dans l'eau. La marée descend. La marée reprend le grand fou, le fou de bassan qu'elle avait donné aux hommes 3 jours auparavant. Il est à plat sur la houle, parfaitement immobile. Matt et